Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition du webinar. Donc la webconférence cette fois est encore autour du yoga, vous le savez, hein, on a lancé un cycle de 4 rendez-vous. Donc là c'est le deuxième. Donc on va, comme à notre habitude, faire le tour. Donc vous le savez, vous utilisez la partie de droite avec le chat et Ludivine a déjà commencé à initier les échanges. Donc hop. Donc ce soir, et comme la dernière fois, on a la grande chance d'avoir Nathalie Pierrard avec nous qui va animer cette petite conférence et derrière un atelier qui sera un peu plus long que la dernière fois. On a un peu modifié les proportions, enfin Nathalie surtout, puisque moi j'ai pas fait grand-chose, et Ludivine qui est donc avec nous pour la technique. Donc on voit, voilà, Janine de Lyon, et des bonsoirs qui arrivent. Joël, fidèle Joël, qui est là avec nous ce soir. Donc, je ne vais pas perdre trop de temps en introduction. J'ai juste quelque chose à vous partager. On vous avait sollicité il y a quelques semaines pour contribuer à une cagnotte pour soutenir le projet qu'on avait d'aider Gérard Baudouin, puisque vous n'aviez pas son nom maintenant, vous l'avez, à réaliser son rêve. Et son rêve, c'était d'assister au concert du Sosie-Voix de Johnny Hallyday. Alors pourquoi c'était un rêve? Parce qu'en fait, Gérard est atteint d'une polyarthrite et suite à des complications post-opératoires, il est alité et sans espoir de changer de position. Donc c'était évidemment difficile à envisager d'assister à un concert. Et donc sur l'initiative de son infirmière, que je salue au passage, on a développé donc tout un projet avec l'aide de d'abord du transport sanitaire. On a eu aussi le Zénith qui a été très supportif. Il y a aussi, alors je le précise, on ne fait pas de publicité, mais là je ne peux que donner leur nom. C'est le prestataire pour le lit médicalisé qui s'appelle Orkin et qui ont été vraiment d'une générosité extraordinaire. Donc merci à tous, merci aussi à son rhumatologue, chacun se reconnaîtra. Et donc tout ça pour vous dire que vendredi dernier, on a pu assister au concert donc de Jean-Baptiste Guégan. On remercie quand même au passage son directeur de production, Damien Chicot, qui a été aussi extraordinaire. Et pour vous dire qu'on a reçu un accueil des plus chaleureux, Jean-Baptiste Guégan a été extraordinaire avec Monsieur Baudouin. Et en prime, on a eu Daniel Guichard, vous le voyez sur la petite photo. Donc voilà, une soirée incroyable. Et en plein concert, Jean-Baptiste Guégan est venu sous les projecteurs devant 5000 personnes embrasser Monsieur Baudouin. Donc, on voulait vraiment, vraiment remercier les personnes qui ont contribué à la cagnotte et qui ont rendu ça possible, parce que ça a occasionné des frais, hein, un matelas spécifique, une organisation, le transport sanitaire, etc. Donc voilà, c'était une merveilleuse soirée et vous pourrez découvrir l'article, parce qu'on a eu la chance d'avoir un très bel article dans le Midi Libre, sur nos différents réseaux sociaux et sur le site internet grâce à Ludivine qui vous met le lien puisqu'elle est extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, je laisse la parole à Nathalie qui va donc diapo pour vous expliquer donc sa partie un peu plus théorique autour du yoga et derrière l'atelier pratique. Nathalie, je vous laisse la parole et merci encore énormément d'être avec nous ce soir. Merci Sonia, bonsoir à tous. Donc on se retrouve ce soir pour notre deuxième webconférence sur le yoga et la polyarthrite. Et ce soir, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va aborder la dimension thérapeutique du yoga dans le cas d'une polyarthrite, quels bénéfices il peut vous apporter, mais aussi quelles précautions il faut prendre. Alors, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a un petit problème il y a un petit problème de réverbération. Est-ce que le problème de son est résolu? Il faut que j'actualise ma page.
Alors, rebonsoir tout le monde. On a un petit souci technique. Je pense que on a eu un petit problème de connexion. Nathalie est en train d'essayer de se reconnecter, donc je suis un peu désolée. Je vais pas vous faire la présentation sur le yoga parce que j'en suis bien incapable. Mais si vous voulez poser des questions sur le chat, yes, elle est de retour. Mais Voilà. un moment de solitude là quand même. Voilà. Ne rafraîchissez plus la page. Sonia, vous n'allez pas échapper à la petite pratique de yoga ce soir. Est-ce que là, vous m'entendez, vous me voyez? Je crois que là, c'est tout bon. Ah bah super. Allez, je me retire et à tout à l'heure. Voilà. Bon, excusez-moi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on va donc aborder la dimension thérapeutique du yoga, les bénéfices et les précautions qu'il faut prendre quand on fait une pratique de yoga avec une polyarthrite. Et voici un petit peu les points que nous allons aborder. Un rappel rapide des recommandations de la SFR, une revue de littérature avec 10 études qui ont porté sur les effets du yoga sur la polyarthrite, une étude qualitative, comment et pourquoi le yoga est pratiqué chez les adultes atteints de polyarthrite, une petite mention particulière sur le yoga et la douleur, et pour terminer, quelles conclusions vous allez pouvoir tirer, vous, de l'ensemble de ces informations. Quelles sont donc les recommandations de la SFR en 2018 concernant l'activité physique? Il préconise simplement une activité physique régulière, sans tellement plus de précision, avec pour objectif de diminuer la douleur, d'améliorer la qualité de vie et le moral, et aussi avec comme objectif de diminuer les risques cardiovasculaires, parce que vous savez qu'en fait, la polyarthrite peut être associée à des troubles cardiovasculaires, et donc il faut essayer de les prévenir. Il n'y a pas d'autres recommandations de la SFR. Par contre, d'une manière générale, les rhumatologues préconisent un certain nombre d'exercices. Le renforcement musculaire, ça c'est pour pouvoir soulager vos articulations. Des étirements et des assouplissements pour pouvoir améliorer la flexibilité de vos articulations et avoir davantage de mobilité. De faire des exercices cardio-respiratoires. Et puis, toutes les pratiques. Ah, il y a des personnes qui disent qu'elles n'ont pas de son. Alors, je ne sais pas si tout le monde a… Est-ce que les autres personnes ont du son ou pas? Est-ce que je continue? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que la plupart des personnes entendent? D'accord. Alors, je continue pour le moment et peut-être les personnes qui ont un problème de son, voyez avec Ludivine, je ne sais pas. Ou c'est peut-être un problème de connexion, hein, tout simplement, ça arrive. Et donc, aussi, ce qui est recommandé, c'est toutes les pratiques qui vont diminuer le stress et l'anxiété. Il y a une chose qui est très importante, qui est recommandée d'une manière générale, c'est que pour ne pas, en fonction de vos capacités et en fonction de vos dommages articulaires, il faut vraiment éviter toute activité intense si vous avez des dommages et privilégier plutôt les activités douces et d'endurance. Donc voilà le cadre dans lequel on doit se trouver quand on pratique une activité physique, quelle qu'elle soit, et qu'on a une polyarthrite rhumatoïde. Alors, on va voir maintenant la revue de littérature qui a analysé 10 essais cliniques qui ont été faits en décembre 2010 par 2 universités, l'université McGill au Canada et l'université de Baltimore aux États-Unis. Et l'objectif de cette revue, c'était d'évaluer les effets de la pratique du yoga sur des personnes qui avaient de l'arthrite en mesurant des critères quantitatifs, que ce soit des critères cliniques, des critères fonctionnels ou des critères psychosociaux. En fait, ces 10 études portaient soit sur la polyarthrite, soit sur l'arthrose et parfois sur les deux.
Et les échantillons de personnes qui ont été analysés étaient des échantillons qui pouvaient aller de 3 personnes jusqu'à 26 personnes. Alors, quels résultats ont donné ces études? Elles ont démontré que, en fait, la pratique du yoga améliorait les articulations douloureuses ou enflées, et ça a été montré dans 3 études sur 3 qui analysaient ce résultat. La douleur, elle s'est améliorée dans 6 études sur 8 qui analysaient ce critère. La gêne fonctionnelle s'est améliorée dans 3 études sur 4 qui analysaient ce critère. La force de préhension a été améliorée dans 2 études sur 2 pour la PR qui analysait ce critère. Et il y a une étude sur l'arthrose qui analysait ce critère, mais il n'y a pas eu d'amélioration. Et le moral et l'énergie ont été améliorés pour 2 études sur 3 qui analysaient ce critère. Il n'y a eu aucun événement indésirable signalé dans le cadre de ces études. Alors, au regard de ces résultats, il y a quand même quelques remarques et quelques réserves à faire. Vous avez remarqué que les échantillons de personnes qui ont été analysés étaient des échantillons qui étaient quand même assez petits, et ce qui est en fait ce qui pondère un petit peu quand même les résultats. Et la difficulté de ces études, et puis aussi un petit peu de regrouper les résultats, c'est que entre les études, mais même parfois aussi à l'intérieur de la même étude, les pratiques de yoga étaient des pratiques qui n'étaient pas forcément exactement les mêmes pour tout le monde. La plupart du temps, les gens faisaient bien des postures, ils faisaient des exercices de respiration et ils faisaient de la méditation, qui sont un petit peu les 3 composantes du yoga. Mais on ne sait pas exactement ce qu'ils faisaient comme posture. Et en fait, dans le yoga, il y a à peu près 700 postures. Donc, si on ne sait pas lesquelles ils ont fait, c'est un petit peu difficile du coup d'évaluer le bienfait de quelque chose qui n'est pas plus précis. Et aussi, les pratiques que faisaient les différentes personnes pouvaient être très variables. Il y a des personnes qui pratiquaient environ 1h30 par semaine. Il y a des personnes qui pratiquaient environ 1h30 par jour. Et dans certaines études, les temps de pratique étaient même des temps de 5 heures de yoga par jour. Donc, c'est difficile après, pareil, de compiler des études qui ne parlent pas en fait exactement de la même chose. Et puis, au niveau des patients, les patients aussi avaient des dommages articulaires qui ne portaient pas forcément sur les mêmes articulations. Certains pouvaient avoir davantage de dommages peut-être aux genoux, d'autres aux mains, d'autres aux pieds. Et du coup, la comparaison de tout ça est un petit peu difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer quand même comme information de cette revue de littérature? C'est que ces études quand même confirment que les bénéfices du yoga sont quand même certains sur l'ensemble de ces critères qui ont été présentés. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'on a une évaluation précise. Et pour le faire, il faudrait en fait fonctionner différemment. Il faudrait pouvoir avoir une pratique très précise avec un groupe important de personnes et déterminer aussi des atteintes particulières sur lesquelles ces pratiques ont un effet. Et après, vous pouvez comprendre aussi que c'est assez difficile de réaliser ces études. On va voir du coup une autre étude qui est assez intéressante parce que là, c'est une étude qualitative. C'est une étude qui a été faite en juin 2017 et qui a été faite aussi aux États-Unis par l'Université de Californie à San Francisco. Et cette étude, elle, visait à explorer comment et pourquoi le yoga est pratiqué chez des adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde. Et toutes les personnes interrogées étaient des personnes qui pratiquaient le yoga depuis au moins 1 an. Donc là, il y a 17 personnes qui ont été interrogées. Il y a eu 16 femmes et 1 homme. On aurait aimé évidemment qu'il y en ait plus. L'âge moyen des personnes était de 56 ans
Et en moyenne, les personnes étaient malades depuis 21 ans. Donc, vous voyez que c'était des personnes qui avaient plutôt la polyarthrite depuis un nombre d'années important. Alors, j'ai l'impression qu'il y a toujours des personnes qui ont des problèmes de connexion. J'espère que ça va se résoudre au fur et à mesure. Je suis désolée, hein, je suis obligée un petit peu de continuer parce que comme il faut qu'on puisse garder bien du temps pour la pratique, je continue. Alors, les pratiques de yoga de ces personnes, les personnes pratiquaient le yoga depuis des temps très variables. Certains avaient commencé à pratiquer assez récemment et d'autres pratiquaient depuis entre 2, 5, 10 ans. Et puis alors d'autres pratiquaient depuis vraiment très longtemps. Et les séances de yoga duraient en moyenne 1 heure. Et les personnes, en moyenne, pratiquaient 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, c'est un temps important et de pratique. Et les questions qu'on posait aux personnes, c'était un petit peu de savoir qu'est-ce qui les avait décidés à commencer, à arrêter, à continuer, les bénéfices qu'ils en retiraient. Et on les a fait aussi parler librement sur comment ils vivaient leur polyarthrite avec le yoga. Voici les avantages qu'ils ont trouvés à leur pratique de yoga. Ils ont trouvé que c'était une activité qui englobait le corps et l'esprit et que c'était très important pour eux. Et ça, je pense que c'est parce que comme la polyarthrite vous touche dans votre corps et vous touche aussi dans vos émotions, vous affecte dans vos pensées, le yoga agit sur ces 2 dimensions. Ils ont trouvé que c'était un outil qui leur permettait de faire face à la maladie. Là, ce qui est important, c'est que d'un coup, vous avez quand même un moyen d'action entre les mains et vous sentez l'effet de ce moyen d'action. Il y a la dimension de fierté et de réussite. Ça, c'est une confiance en soi que les gens ressentent au fur et à mesure de leur pratique, puisqu'ils voient qu'ils deviennent capables au fur et à mesure d'effectuer des choses, des mouvements qu'ils n'arrivaient peut-être plus à faire. Ils voient des choses, ils se sentent en capacité de faire des choses nouvelles et donc ça donne une dimension valorisante et de fierté. Là, cette étude ne portait que sur des cours collectifs, donc du coup, l'importance de la dimension sociale était importante. Et puis, dans les cours de yoga, les gens ont quand même tendance à être plutôt bienveillants les uns envers les autres, même si ce n'est pas parce qu'on fait du yoga qu'on est tous des anges pour autant. Et une autre dimension très importante, c'était que le yoga vous rencontre où vous êtes, c'est-à-dire c'est avec vos capacités du moment que vous faites votre pratique. Alors, voici quelques petits témoignages de personnes. Une personne qui a dit « C'est un regain de confiance, simplement d'être capable de faire quelque chose de physique et de participer à quelque chose qui vous fait vous sentir bien. » Une autre personne témoigne « Cela m'aide mentalement à accepter que j'ai une maladie et qu'elle fait partie de ma vie. » Une autre personne a dit « Je pense que la respiration et la méditation jouent un rôle important. Avec une PR, on peut avoir beaucoup de pensées négatives et cela aide vraiment à cela. » Et un dernier témoignage « Cela m'a fait juste me sentir mieux, plus souple, plus calme à l'intérieur, plus fort. » Alors ça, c'était les avantages de la pratique. Il y a quand même des obstacles qui peuvent survenir au maintien d'une pratique. Et là, il y a, en fait, les personnes ont mentionné 3 types d'obstacles. Les symptômes de leur polyarthrite, la difficulté du cours et le coût qui fait que ils ne peuvent pas y aller aussi souvent qu'ils veulent parce que ça coûte trop cher. Alors, dans les 17 personnes qui ont été interrogées, il y en a 2 qui ont dû arrêter leur pratique à cause de la difficulté du cours. Mais ces 2 personnes ont dit qu'elles aimeraient réessayer s'il y avait un cours adapté à leurs besoins. Et donc, voici leur témoignage. Il y en a une qui a dit « C'était vraiment difficile de plier mes articulations. J'avais l'impression que ce n'était pas pour moi ou pas pour des personnes souffrant d'arthrite. »
donc elle n'était pas prise en compte avec sa maladie. Et l'autre personne, dans son témoignage, disait « J'aimerais réessayer le yoga, mais il faudrait que ce soit dans un environnement thérapeutique. J'aurais besoin d'oreillers ou de choses qui m'aideraient à faire les exercices. » Donc ça, on va le revoir dans les conclusions au final. Il faut absolument avoir un cours et une pratique qui soient adaptés à votre situation. Je voudrais évoquer rapidement un point important du yoga qui est l'effet du yoga sur la douleur. Alors, aux États-Unis aujourd'hui, d'une manière générale, toute pathologie chronique confondue, le yoga est la pratique qui est la plus utilisée en complément des traitements. Et la raison principale de cette utilisation, c'est pour lutter contre la douleur chronique. Alors, c'est quelque chose qui prend de plus en plus de place. Et dans les hôpitaux en France, c'est aussi quelque chose qui commence à se développer avec le yoga. Et il y a, par exemple, à l'hôpital Simone Veil de Aubonne, une consultation de douleur chronique où le médecin qui fait cette consultation, qui est un médecin urgentiste, depuis 2012, utilise le yoga dans ce qu'il peut utiliser pour traiter la douleur. Donc, on ne peut pas forcément supprimer les douleurs, mais par des pratiques qui sont par contre des pratiques vraiment particulières à faire pour ça, qui sont basées beaucoup sur la relaxation et sur la méditation, on va pouvoir mieux gérer ces douleurs. Je vais peut-être passer sur la partie, très rapidement, sur cette partie des améliorations de la douleur. C'est parce que le yoga sécrète des substances qui abaissent le seuil de douleur, agit sur le parasympathique et le sympathique et l'ensemble des neurotransmetteurs et diminue aussi les substances pro-inflammatoires comme les cytokines. Alors, en conclusion de tout ça, il faut absolument prendre un certain nombre de précautions quand vous avez une pratique de yoga et que quand vous faites une pratique de yoga et que vous avez une polyarthrite. Respectez absolument le principe de non-violence envers vous-même, évidemment envers les autres, mais là, en l'occurrence, c'est envers vous-même. Ce que vous devez apprendre à faire, c'est développer votre conscience corporelle. Donc, le yoga vous aide à faire ça et ça fait partie de ce qu'on apprend pendant les cours. C'est d'être conscient de ce qui se passe dans votre corps et de ressentir et d'évaluer ce qui se passe pour vous arrêter au bon moment. Il faut bien identifier les articulations qui sont vulnérables et aussi les zones qui sont douloureuses. Une fois que, quand vous les avez bien identifiées, il faut éviter tout mouvement que vous faites qui peuvent conduire à la douleur. Donc, quand vous êtes dans un cours collectif, si vous sentez que vous allez vers la douleur, peu importe ce que font les autres, vous vous arrêtez. Il faut faire des efforts, parce que le yoga demande de faire des efforts. C'est pas juste on est cool, on se relaxe. On fait des efforts, mais par contre, c'est dans un espace qui doit toujours rester confortable. Il faut adapter les mouvements et utiliser des supports. Et les supports sont souvent à base de différentes formes de coussins. Et donc, vous pouvez parler aussi de votre pratique de yoga avec votre médecin ou avec votre professeur. Alors, on peut peut-être maintenant passer aux questions. Je vois qu'il y a des choses un petit peu qui se présentent. Et après, on va passer à la pratique. Alors, je ne sais pas, Sonia, si vous voulez rassembler des questions ou si vous voulez que… Alors, ce que je voulais juste vous dire par rapport un petit peu aux questions sur les cours, c'est que la dernière webconférence, typiquement, sera sur les différents types de yoga. Donc, on va aborder ce sujet-là dans la dernière webconférence. Oui, je pense que là, le mieux, c'est que vous passiez à l'atelier et puis on reverra l'ensemble des questions à la fin. D'accord, ok. Alors, aujourd'hui, l'atelier qu'on va faire, c'est un atelier sur la respiration.
Et on va aborder la respiration, une respiration très importante dans le yoga, qui est la respiration abdominale. Donc, je vais juste vous expliquer un petit peu les principes. Et puis après, tout le monde va se mettre sur son tapis ou sur son lit en fonction de vos possibilités. En 2 minutes, je vous explique simplement le principe de la respiration abdominale. La respiration abdominale, en fait, c'est la respiration que vous faisiez tous quand vous étiez petit et que peut-être, par chance, vous continuez à utiliser, ou peut-être, par contre, petit à petit, vous avez perdu cette respiration pour maintenant avoir plutôt une respiration haute, qui est une respiration plus courte. Alors, pourquoi, quand on pratique le yoga, on utilise beaucoup la respiration abdominale? Parce qu'en fait, c'est celle qui est la respiration qui permet une grande amplitude dans les poumons, qui va vous permettre de bien emplir vos poumons, et c'est la respiration qui va aussi vous permettre de bien vider vos poumons. Comment on fait pour faire ça? En fait, c'est qu'on va utiliser le diaphragme. Le diaphragme, c'est un grand muscle qui est en dessous de vos poumons. Et quand vous relâchez le diaphragme, quand vous inspirez, les poumons peuvent prendre toute leur place et se dégager. Donc, quand le diaphragme est relâché, il redescend. Et quand vous contractez le ventre et que vous contractez le diaphragme, ça fait remonter, le diaphragme remonte et vient compresser le bas des poumons. Et à ce moment-là, ça vide complètement l'air qui est dans vos poumons. C'est ce qui permet du coup le mieux d'oxygéner vos organes à l'inspiration et le mieux d'éliminer et d'amener de la détente à l'expiration. Alors, je vous invite maintenant tous à vous allonger sur votre tapis ou sur votre lit et on va commencer. Moi, je vais m'allonger sur mon tapis. Mettez-vous allongé sur le dos et il faut que vous soyez confortable, donc vous pouvez prendre excusez-moi, je vais enlever ça. Vous pouvez prendre un petit coussin pour vous mettre sous la tête ou pour mettre aussi en dessous de vos cuisses si vous avez besoin. Voilà. Hop. Voilà, ça sera plus facile comme ça. Alors, allongez-vous sur le dos. J'espère que vous avez tous bien votre tête bien confortable. Alignez bien votre tête le long de votre colonne. Détendez vos épaules, détendez les bras. Fermez les yeux. Observez vos paupières détendues. Observez vos joues détendues. Observez votre bouche détendue. Et observez l'air qui entre par vos narines quand vous inspirez et l'air qui sort par vos narines quand vous expirez. Inspirez et expirez par les narines. N'utilisez pas votre bouche, sauf si vous êtes complètement enrhumé. Sinon, en yoga, on respire et on inspire et on expire par le nez. Observez l'inspiration, l'expiration au niveau de votre nez. Observez la chaleur de l'air qui entre,
la chaleur de l'air qui sort. Restez focalisé sur votre respiration. Gardez les yeux fermés. Posez la main droite sur votre abdomen, en dessous du nombril, et posez votre main gauche sur votre poitrine. Observez quelle est la main qui bouge. Est-ce que c'est la main droite en bas? Ou est-ce que c'est la main gauche en haut? Est-ce que c'est un petit peu les deux? Est-ce que c'est beaucoup en haut, beaucoup en bas? Si c'est votre main droite qui bouge, vous avez une respiration abdominale. Si c'est votre main gauche qui bouge, vous avez une respiration haute, une respiration thoracique. On va voir maintenant comment tous ensemble faire une respiration abdominale. Donc une respiration qui va utiliser votre diaphragme pour emplir et vider vos poumons. Je vais le faire une fois en vous montrant ce qu'il faut faire et après on va le faire tous ensemble. Je commence sur une expiration et à l'expiration, tout doucement, je creuse mon ventre et je rapproche mon nombril de ma colonne vertébrale. À l'inspiration, je relâche mon ventre, je sens mes poumons qui se gonflent. À l'expiration, je recontracte le ventre, mon nombril se rapproche de ma colonne. À l'inspiration, je relâche et mon ventre remonte. Alors, allez-y. Expirez, resserrez le ventre et essayez de ramener le nombril vers la colonne. Inspirez, relâchez le ventre. Sentez vos poumons qui se gonflent. Expirez, serrez et creusez le ventre. Inspirez, relâchez. Expirez, creusez le ventre. Inspirez, relâchez. Faites-le maintenant à votre rythme encore 3 fois. C'est peut-être pas évident au début, c'est tout à fait normal quand on n'a pas l'habitude. C'est des muscles nouveaux, c'est quelque chose auquel votre corps va s'habituer petit à petit. Faites encore une respiration. Expirez, creusez. Inspirez, relâchez le ventre. Vous allez maintenant poser les 2 mains le long du corps. Laissez votre souffle revenir maintenant naturellement, sans chercher à faire quoi que ce soit.
Maintenant, on va reprendre cette respiration abdominale, mais cette fois-ci, en même temps que l'on inspire, vous allez, pendant la durée de l'inspiration, vous allez monter vos doigts, ceux des deux mains, un par un vers le haut. Et à l'expiration, vous descendez les doigts vers le bas. Alors, on va commencer sur une inspiration. Donc, à un moment, sur une inspiration, on relâche le ventre. Et un par un, montez vos doigts. Expirez, reposez un par un vos doigts sur le sol. Inspirez, montez vos doigts un par un. Expirez, reposez vos doigts un par un. Je vous laisse le faire à votre rythme. Sur une inspiration, vous soulevez vos doigts un par un. Sur l'expiration, vous descendez vos doigts un par un. Faites-le encore 2 fois. À l'inspiration, votre ventre gonfle un petit peu. À l'expiration, votre ventre se creuse. Gardez les yeux fermés. Relâchez bien les épaules, relâchez bien les jambes. Et laissez votre respiration se faire toute seule, naturellement, sans la contraindre à quoi que ce soit. Observez votre ventre. Observez ce que vous ressentez dans les mains. Et on va maintenant synchroniser la respiration avec un mouvement. Vous continuez la respiration abdominale. Et maintenant, on va faire un mouvement en même temps. Expirez, tournez la tête vers la droite. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, roulez la tête vers la gauche. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, roulez la tête vers la droite. Inspirez, revenez au milieu. Expirez, roulez à gauche. Inspirez, revenez au milieu et faites-le encore 2 fois à votre rythme. Expirez quand vous tournez la tête. Inspirez quand vous remontez la tête. Revenez maintenant la tête au milieu. Ressentez les sensations de votre cou
dans vos épaules. Retrouvez votre respiration. Vous allez continuer toujours sur les exercices suivants, la respiration abdominale, donc en creusant le ventre à l'expiration et en le relâchant pour inspirer. Sur une expiration, pliez votre jambe droite et ramenez-la contre la poitrine. Inspirez, relâchez la jambe. Alors, pour certaines personnes, vous pouvez, si vous voulez, poser les pieds à plat sur le tapis et plier les genoux. Ça sera peut-être plus facile. Expirez, ramenez le genou gauche contre la poitrine. Inspirez, reposez le pied à plat. Expirez, pliez maintenant les deux jambes. Inspirez, reposez les pieds à plat. On recommence. Expirez, ramenez la jambe droite contre la poitrine. Inspirez, posez le pied à plat. Expirez, jambe gauche. Posez le pied à plat. Les deux jambes. Posez les pieds à plat. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Pliez la jambe droite. La jambe gauche. Les deux jambes. Une dernière fois. Quand vous avez fini, vous restez les jambes pliées, mettez les deux pieds à plat. Reprenez votre souffle. Ressentez s'il y a des tensions au niveau de vos genoux, au niveau de votre bassin. Vous allez maintenant, sur une inspiration, donc ramener un petit peu les pieds, rapprocher un petit peu les pieds des fesses. Et sur une inspiration, vous allez monter un petit peu le bassin vers le haut. Expirez, vous relâchez, vous redescendez. Inspirez, montez un petit peu le bassin vers le haut. Expirez, reposez tout doucement, déroulez votre colonne, reposez vos fesses. Inspirez, montez tout doucement le bassin. Sentez votre colonne qui se soulève. Expirez. Redescendez votre colonne petit à petit. Reposez vos fesses. Faites-le encore 2 fois à votre rythme.
Montez sur une inspiration. Redescendez sur une expiration. Montez sur une inspiration. Redescendez sur une expiration. Montez sur une inspiration. Redescendez sur une expiration. Reprenez votre souffle. Gardez encore un petit peu les yeux fermés. Observez les sensations au niveau de votre dos, au niveau de votre bassin. Ouvrez maintenant les yeux. Sur une inspiration, levez votre jambe droite. Expirez, pliez un peu le pied. Inspirez, tendez le pied. Expirez, redescendez la jambe. Inspirez, montez l'autre jambe. Expirez, pliez. Inspirez, tendez. Expirez, descendez. Continuez à votre rythme. On descend la jambe sur une expiration. On la monte sur une inspiration. Faites-le encore une dernière fois. La jambe gauche. Fermez les yeux. Reprenez votre souffle. Ressentez vos articulations au niveau de vos genoux, au niveau de vos chevilles. Et vous allez maintenant vous mettre en position assise. Alors, soit si vous êtes sur votre lit, vous pouvez vous asseoir au bord de votre lit. Si vous êtes sur un tapis, vous pouvez tendre les jambes devant vous. Vous pouvez mettre un petit coussin sous les fesses si vous avez besoin. Ceux qui peuvent se mettre en tailleur, vous pouvez mettre vos jambes pliées en tailleur. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est d'être dans une position qui est confortable. On va faire un dernier exercice. C'est un exercice qui se fait avec les doigts des mains. Je vous le montre juste une fois. Donc, c'est un exercice où vous allez en fait descendre le long d'un doigt et remonter après le long du doigt. Ensuite, on passe au doigt suivant. On remonte le long du doigt. On redescend le long du doigt. On remonte. On redescend. Et on inspire quand on monte. On expire quand on descend. On va le faire tous ensemble. Inspirez, montez le long de l'index. Expirez, redescendez.
Inspirez, montez. Expirez, redescendez. Inspirez, montez le long de l'annulaire. Expirez, redescendez. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. Continuez à votre rythme en respectant la respiration. Inspirez, montez. Expirez, redescendez. On va le faire une dernière fois. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour laisser un tout petit temps pour vos remarques et pour vos questions. J'espère que ça s'est bien passé, cette pratique, pour tout le monde et que cela vous a fait du bien. Je vous remercie. Merci beaucoup Nathalie pour cet exercice. Donc on a quelques commentaires, notamment. Alors il y a une question un peu spécifique, je ne sais pas si vous pourrez y répondre. Est-ce qu'il y aurait un type de yoga particulier pour une insuffisance surrénalienne due à un arrêt de cortisone en fait, les surrénales qui reprennent pas leur fonction normalement et qui donc provoquent une insuffisance? Alors, il n'y a pas un yoga particulier et spécifique pour ça. En fait, là, c'est plutôt des pratiques qu'il faut faire qui peuvent être utiles par rapport à ça. Alors, c'est ce que je vous expliquerai un petit peu la prochaine fois, c'est qu'en fait, il y a différents types de cours collectifs qui sont un petit peu des familles de yoga. Et puis après, il y a quelque chose qui est particulier, qui est la yoga-thérapie. Et la yoga-thérapie, c'est vraiment le fait d'avoir des pratiques de yoga avec une visée et un objectif particulier. Et là, à ce moment-là, c'est des cours qui sont plutôt des cours individuels et qui se font avec des personnes qui ont quand même aussi un petit peu une connaissance des différentes pathologies. Ok, c'est intéressant parce qu'on voit certains notamment qui disent si je pouvais avoir un cours qui s'adapte à ma mobilité, aux douleurs du jour, j'irais toutes les semaines. Voilà, ça pourrait être aussi une approche. Oui, de toute façon, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que jusqu'à un certain niveau de douleur articulaire, on peut être dans des cours collectifs. Après, quand on commence, alors après, il y a quand même différents types de cours collectifs, hein. Il y a des yogas qui sont beaucoup plus doux et il y a des yogas qui sont beaucoup plus toniques. Donc déjà, il faut aller dans le cours collectif qui correspond à vos capacités du moment. Et puis, quand on voit que même dans les cours collectifs de yoga doux, ça continue à rester une difficulté, on peut à ce moment-là rentrer dans une pratique qui vous est vraiment personnalisée et qui va respecter complètement vos douleurs, parce que vos douleurs, en plus, elles sont différentes selon les moments. Donc, en fait, là, il y a un suivi qui se fait dans le temps, au fur et à mesure, et en fonction de votre état, on vous réadapte à chaque fois une pratique. Mais par contre, à ce moment-là, la pratique, vous la faites chez vous. C'est-à-dire, c'est une discipline personnelle beaucoup plus forte.
Et effectivement, ça, on ne peut pas évacuer du tout, la question du coût financier. Oui, Corinne vient de faire un commentaire effectivement à ce sujet. Voilà, ouais. Mais ça, c'est quelque chose qui est un petit peu inévitable. Mais enfin, avant ça, il y a quand même beaucoup de personnes qui peuvent quand même pratiquer du yoga dans des cours de yoga collectifs, mais si ce sont des cours qui sont suffisamment doux et où le professeur tient compte un petit peu des difficultés de chacun. Mais ce que j'essayais d'expliquer aussi tout à l'heure, c'est qu'il y a le professeur, mais il y a aussi vous. C'est-à-dire que si vous êtes dans un yoga collectif, c'est quand même vous qui ressentez ce qui se passe dans votre corps et le professeur ne pourra pas forcément savoir, lui, où vous allez avoir mal. Donc, c'est vous qui. Il y a un mélange entre le professeur et vous, quoi. Il y a vous qui sentez. Souvent, il y a une question d'amplitude. Donc, l'amplitude, c'est vous qui la définissez. Et parfois, il y a des mouvements entiers qui ne sont pas adaptés à ce que vous avez. Donc, ça, c'est des mouvements qu'on doit vous conseiller de ne pas faire. Voilà. Donc, des fois, il y a des cours. Enfin, moi, je sais qu'il y a des cours collectifs où il y a des personnes, il y a 2-3 postures qu'elles ne vont pas faire. On ne peut pas forcément pénaliser tout l'ensemble du cours pour autant. Et voilà. Donc, c'est comme ça. Oui, oui, bien sûr. Puis de toute façon, c'est vrai qu'on le sait pour l'activité physique dans la polyarthrite, la règle, c'est la non-douleur. Donc, c'est à chacun de déterminer le seuil jusqu'où il peut aller. Donc, je pense que c'est effectivement la même chose. On a Marie qui nous pose la question y a-t-il accès à des séances de yoga doux en ligne? Je suis pas. Là, on fait des pratiques comme ça. Oui, Moi, parce je ne que suis c'est pas de du tout une l'initiation. spécialiste des cours de yoga en ligne. Je pense que c'est important de pouvoir faire un cours où on se voit avec le professeur. Là, c'est pour que vous compreniez un petit peu ce qui est possible de faire, mais des pratiques de yoga, et je pense que d'autant plus si vous pouvez avoir des difficultés, c'est important d'avoir un regard de quelqu'un qui vous voit. Après, il existe des enseignants qui font des cours individuels à distance, mais un cours collectif en ligne, c'est pas très possible et c'est important que quelqu'un voit ce que vous faites et puisse et corriger si vous faites un mouvement qui n'est pas adapté et voir aussi enfin, parce que dans les postures, il y a quand même des bonnes manières, des moins bonnes manières de faire les postures. Il y a tout un tas d'adaptations qu'on fait, mais pour les faire, il faut qu'on puisse vous voir, quoi. Donc, Oui, voilà, oui, bien sûr. l'exercice Ça qu'on fait remplace pas là, le il est un petit contact. peu particulier parce qu'il est juste pour vous donner un petit peu à comprendre ce qu'il est possible de faire, mais ce n'est pas la situation. Je suis très gênée de ne pas vous voir. Alors, on a une question qui se rejoint entre Françoise et Joël qui demande quels sont les apports, les avantages du yoga par rapport au pilates ou à la sophrologie. Alors, ça c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'il y a tellement en plus de variations et de variantes dans tout ça. Enfin, il y a de la place pour tout le monde. Il faut simplement savoir que et la sophrologie et le pilate, dans leur création, se sont inspirés en très grande partie du yoga et ont plutôt repris uniquement quelques composantes du yoga et en ont fait un petit peu des protocoles. Et travaille plutôt appuie sur certaines dimensions. Et le yoga, on pourrait dire, est peut-être plus vaste parce qu'il englobe un petit peu tout. Et après, on rentre un peu plus dans des détails. Et le pilate, après, il y a des côtés qui sont. Il y a certains mouvements qui sont vraiment propres au pilate aussi. Mais on peut dire que c'est quand même, on est un peu dans les mêmes familles. Voilà. Donc,
L'important, là, c'est vraiment d'aller vers ce qui vous fait du bien, d'aller aussi vers là où vous êtes, les possibilités qui vous sont offertes. Et tant que ça vous apporte, vous, des améliorations par rapport à votre, à votre polyarthrite, c'est important. Alors, c'est sûr qu'en sophrologie, par exemple, vous allez avoir beaucoup moins d'exercices physiques. Il y a beaucoup moins de postures. La sophrologie, par exemple, c'est beaucoup plus sur des respirations, des visualisations. Voilà. Le pilate, on est plus, à ma connaissance, je ne connais pas parfaitement bien le pilate, mais par exemple, je ne crois pas qu'il y ait de méditation dans le pilate, alors que on a de la méditation dans le yoga. Donc, en tout cas, pour le détail de ce qui existe un petit peu en yoga, la dernière webconférence sera quand même consacrée à ça. Ça vous éclairera peut-être un petit peu sur les différents types de yoga. Ok, donc je pose une dernière question. Est-ce qu'il y a des cours de yoga adaptés aux enfants? Ah oui, oui, oui. Les enfants sont toujours dans des cours. Alors, il existe parfois des cours pour famille où on fait, parce que souvent c'est le samedi ou le dimanche où c'est des ateliers, donc on peut inviter la famille entière à pratiquer. Mais sinon, oui, il y a des cours vraiment spécifiques pour les enfants parce que les enfants, on joue davantage. En fait, il y a beaucoup de postures de yoga qui viennent des animaux. Et on utilise beaucoup, on fait référence à ces animaux beaucoup pour les enfants. Donc, on leur fait faire la grenouille, le papillon. Bon, aux adultes, on leur dit pas trop ça. Peut-être que ça pourrait rester une bonne idée, je ne sais pas. Bon, ben, super. Merci beaucoup, Nathalie. On voit que là, le temps a tourné. Joël nous remercie, enfin, vous remercie Ah pour oui, on a dépassé cette un peu. conférence. Voilà, Corinne aussi, Susanna, enfin voilà. Donc merci à tous de vos gentils commentaires. Donc avant de vous quitter, je vous rappelle que l'atelier 3 aura lieu le mardi 18 février, donc dans 15 jours, à la même heure, 19h, et toujours avec Nathalie, qu'on remercie encore chaleureusement Merci pour beaucoup sa à vous. présence. Ouais. Merci. Et surtout, n'hésitez pas à faire des retours aussi sur ce que les pratiques qu'on fait ensemble et vos remarques, parce que comme on en a encore deux autres à faire, s'il y a des points voilà, qui peuvent servir pour les prochains ateliers, on en tiendra compte aussi. Eh bien, très bien. Je vous mets vite fait l'adresse mail de Landar. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires. C'est sur cette adresse. Eh bien, merci encore, Nathalie. Alors, je me suis trompée dans l'adresse. Ludivine, si vous êtes encore là, n'hésitez pas parce que je ne tape pas aussi vite que vous. Et en plus, j'écris n'importe quoi. Donc, hop, 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 hop. Ça y est. Ça y est, Voilà. ça fait bien rire Damien. Damien, ça va, je t'ai vu, hein, donc tu n'avais qu'à le taper toi-même. Bon, très bonne soirée à tous et donc rendez-vous dans 15 jours pour Bonne soirée, au revoir. l'atelier. Merci beaucoup Nathalie, très bonne soirée. Au revoir. Au revoir.